voté oui à la construction de ce mur. La démocratie et les Jeux Olympiques font partie intégrante de nos sociétés modernes. Pourtant, ils sont nés en Grèce il y a plusieurs millénaires. Les Romains nous ont légué le concept de législature et des infrastructures très avancées. Les Vikings ont établi des réseaux commerciaux complexes et découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Tous ont contribué à bâtir un nouveau monde. Les Grecs, les Romains et les Vikings sont les pères fondateurs de l'Europe moderne. La Grèce est connue pour ses ruines antiques, ses statues en marbre montrant des dieux capricieux et ses villages perchés sur des falaises. C'est une péninsule entourée de nombreuses îles, parfois inhabitées. Des oliveraies tapissent les vallées. Les forêts de chênes dominent les montagnes. C'est ici, environ un millénaire avant notre ère, que l'histoire des Grecs commence, avec un groupe de cités-États dispersés en Méditerranée orientale. Ces petits royaumes s'affrontent en permanence. Ils ont deux points communs, la langue et la religion. Les dieux règnent depuis le sommet du mont Olympe. Et ils interviennent dans les affaires humaines quand bon leur semble. Les plus importants vivent en haut de la montagne. Physiquement, les Grecs les imaginent comme des êtres parfaits, avec des traits réguliers, un corps athlétique et des proportions idéales. En revanche, psychologiquement, ils sont faillibles, capables de ruse, de jalousie et de malveillance. Les dieux grecs étaient très différents de la représentation que nous avons des divinités. Ils n'étaient pas omnipotents, omniscients ou même omniprésents. Ce qui surprend les chrétiens, les musulmans ou les juifs, c'est qu'ils étaient imparfaits sur le plan moral. Ils se chamaillaient entre eux, commettaient l'adultère, volaient et mentaient. Malgré tout, l'action des dieux de l'Olympe était considérée comme juste, et ils ont été vénérés pendant plus d'un millénaire. Ils sont aussi craints, surtout quand ils influent sur le destin des hommes. Le personnage le plus haut en couleur est Zeus, le père de tous les dieux. C'est un chef tout-puissant et un grand séducteur. Sa sœur est Déméter, à la fois vierge et mère. Elle est la déesse des récoltes et de la fertilité. Son frère Poséidon est l'irascible dieu de la mer qui aime provoquer des naufrages. Sa fille, Athéna, est connue pour son intelligence. Elle incarne la sagesse et la guerre. La belle Aphrodite veille sur l'amour. Elle est mariée et volage. Dionysos aime s'amuser lors de banquets opulents et de fêtes débridées. Apollon est le dieu de la musique, de la guérison et aussi le gardien de l'oracle de Delphes. Les Grecs de l'Antiquité consultaient les dieux sur tous les sujets. Pour avoir leur avis, ils devaient se rendre dans un lieu saint, dont le plus connu était le centre du monde grec, Delphes. Un temple imposant abrite le plus influent oracle de l'époque.
Des milliers de disciples font un long voyage pour l'atteindre, chargés d'offrandes. C'est la condition pour obtenir une prophétie divine. Cette bête entêtée nous a coûté 4 drachmes. Apollon appréciera. Eh bien, j'espère que vous dites vrai. Les gens du peuple font le pèlerinage en espérant que le destin leur sourira. Même les souverains comme Crésus, le roi de Lydie, et Alexandre le Grand croient en l'oracle. Tous s'en remettent à lui pour les questions économiques, politiques ou personnelles. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Poussez-vous. Nous étions là avant vous, je suis navré. Et je suis Mimis, vous me reconnaissez? Oui, merci. Entrez donc. Avez-vous apporté une offrande pour l'oracle? Oui, bien sûr, nous avons quelque chose. Les prophéties de l'oracle sont transmises par une prêtresse choisie pour ses dons de prescience. On ne peut pas s'adresser à elle directement. Les questions sont posées aux prêtres, qui les transmettent à la Pythie. La cérémonie se déroule dans le plus grand secret. Personne ne sait comment elle se déroule. On dit que la Pythie est en transe pendant le rituel. Ainsi, elle peut recevoir les messages des dieux. Quand elle annonce la prophétie, ses mots sont très confus. On ne sait pas d'où vient cet état de conscience modifié. Selon certaines hypothèses, la Pythie respirait du méthane et du monoxyde de carbone. Au fil du temps, cela aurait affecté son cerveau. On pense que la Pythie inhalait des gaz toxiques qui émanaient du sol du temple ou qu'elle mâchait des feuilles de laurier toxiques. Il est possible aussi qu'elle ait bu l'eau toxique de la source du temple. Ce qui est sûr, c'est qu'elle entrait en transe pour communiquer avec les dieux et disait des phrases incompréhensibles. Le rôle des prêtres consistait à interpréter les paroles de la Pythie pour annoncer les prophéties divines. Les prêtres sont déterminants dans la transmission des prophéties. Ce sont des hommes puissants, mais qui ont aussi le sens des affaires. Ah, alors, a-t-elle parlé? Qu'a-t-elle dit? Interpréter la parole des dieux n'est pas chose simple. Mais elle a sûrement dit quelque chose quand même, non? Vos entreprises sont dans les bonnes grâces d'Apollon. Il a apprécié votre générosité, et je peux vous dire que celle-ci sera récompensée à sa juste valeur. Plus les offrandes sont précieuses, plus les prophéties sont détaillées et utiles. Et pour s'assurer que les messages sont adaptés, les prêtres ont mis au point un système ingénieux. Les prêtres étaient puissants parce qu'ils détenaient la connaissance. Ils envoyaient des émissaires partout dans le monde pour savoir ce qui se passait ailleurs. Quand des fidèles venaient consulter les oracles, ils savaient donc quelle réponse leur donner. En échange, les prêtres recevaient de l'argent et des offrandes qu'ils entreposaient dans leurs trésors. Cette fortune, entreposée à Delphes, était gérée comme dans une banque d'aujourd'hui. Comme ils accordaient aussi des prêts à leurs concitoyens, c'étaient des hommes puissants et influents. Dans les faits, les prêtres règnent sur la vie financière du pays.
Parmi les préceptes de Delphes, écrits sur le fronton du temple, il y a « Connais-toi toi-même et rien de trop ». La priorité est surtout d'apaiser les dieux imprévisibles. Toutes les cités-États confient leur destin à Apollon. Même la toute-puissante Athènes envoie des offrandes votives à Delphes. Les colonies plus lointaines ont sans doute leurs propres oracles. Ces temples et ces trésors ont toujours exercé un grand pouvoir de fascination, aussi bien auprès des artistes et des architectes que des touristes. Parmi les plus visités, il y a celui de Sélinonte, en Sicile, et le temple de Poséidon, près d'Athènes. À l'époque, les Grecs voient toujours le monde à travers la mythologie et les dieux. Mais peu à peu, des penseurs proposent d'autres explications. Leur approche consiste à tenter de comprendre le monde au travers de la réflexion. Ils commencent par observer la nature qui les entoure. Ces premiers scientifiques décryptent par exemple le comportement reproducteur des abeilles et mettent au point des instruments pour mesurer la circonférence de la Terre. Ils conçoivent aussi une clepsydre, une horloge à eau destinée à limiter le temps de parole des hommes politiques. Les premières machines apparaissent, comme le clérotérion pour tirer au sort les fonctionnaires. Les récits mettant en scène des dieux colériques ne suffisent plus à ces intellectuels. Ils veulent aller plus loin, pour comprendre les liens de cause à effet et les lois scientifiques. Ils se font appeler philosophes et amis de la sagesse, et sont considérés comme les fondateurs de la science moderne. À partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, cette soif de connaissance conquiert peu à peu toute la Grèce. Les écoles de pensée deviennent les nouveaux temples. Ce sont les ancêtres des centres de recherche actuels. Au XVIe siècle de notre ère, ces idées antiques ont connu un regain de popularité. Une fresque de Raphaël, exposée au Vatican, est dédiée au grand philosophe de l'école d'Athènes. L'une des principales figures est Socrate. Ce dernier ébranle les convictions des Athéniens avec ces questions et conclut « Je sais que je ne sais rien ». Platon est le fondateur de la première école de philosophie. Son ambition est la quête de vérité. À sa droite, on voit son élève, Aristote, entrer dans l'histoire pour avoir inventé la logique. De nombreuses légendes entourent Diogène, mais on dispose de peu de faits vérifiables. Archimède a eu un rôle exceptionnel. Même en son temps, il était reconnu pour son intelligence et son intuition. On lui confie d'ailleurs une mission de la plus haute importance. Il doit déterminer si la couronne du roi est faite d'or pur ou si le métal a été mélangé avec un matériau moins noble. Tout le défi consiste à trouver la réponse sans endommager l'objet. Selon la légende, Archimède aurait eu le déclic dans son bain. En entrant dans sa baignoire, il constate que l'eau déborde. Il réalise que le trop-plein équivaut au volume de son corps immergé. Il en conclut qu'on peut calculer le volume et la densité d'un objet en mesurant la quantité d'eau déplacée.
Archimède comprend que ce principe peut être appliqué pour évaluer le matériau de la couronne. Il observe qu'un objet d'une densité plus faible que l'eau déplace davantage de liquide qu'un objet de même poids, mais avec une densité supérieure. Ravi de sa découverte, il aurait crié « Eureka, j'ai trouvé !» et se serait précipité dans la rue. Archimède prend donc la couronne et un morceau d'or du même poids. Si elle est uniquement composée d'or, les deux objets devraient déplacer le même volume d'eau. Comme la couronne en fait déborder davantage, elle doit contenir un alliage. Archimède résout de nombreuses énigmes. Il est toujours considéré comme l'un des esprits les plus brillants du monde. Le principe qui porte son nom n'a jamais été remis en question. Ses contemporains ne sont pas en reste. La Grèce antique donne naissance aux premiers cartographes qui conçoivent des cartes du monde avec des longitudes et des latitudes. Les Grecs réalisent aussi que la Terre est ronde, et Ptolémée comprend que les planètes et les corps célestes tournent autour d'elle. Parmi les autres inventions, il faut citer la première machine à vapeur et la pompe à eau. Les Grecs innovent aussi sur le plan militaire, avec la catapulte et les ancêtres des armures pour les soldats. Archimède formule la théorie du levier et pose les fondations de la mécanique moderne. La géométrie et l'algèbre remontent aussi aux savants de la Grèce antique. Une grande part de ce qui nous entoure est hérité des observations, des calculs et des conclusions des grands esprits de l'Antiquité. Sans eux, nous ne serions peut-être pas capables de construire un dôme sur une église. Nous n'aurions peut-être pas compris le fonctionnement de notre planète et la physique nucléaire. La révolution industrielle du 19e siècle n'aurait peut-être pas eu lieu et nous n'aurions pas su comment traverser les océans. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, une réforme bouleverse à jamais la vie des Grecs. Environ 80 000 Athéniens assistent à une révolution politique. Leur cité-État est en crise. La population se rebelle contre son roi et la classe dirigeante. Elle veut avoir son mot à dire dans les décisions importantes. C'est la naissance de l'Assemblée populaire. Les citoyens d'Athènes peuvent y prendre part, à condition qu'ils soient des hommes libres de plus de 18 ans. Pour que les pauvres puissent aussi y participer, ils perçoivent une indemnité journalière. Allons, une affaire à la fois, s'il vous plaît. Toi, qui es-tu? Je m'appelle Agapétos. Agapétos. Tu peux monter, viens. Les citoyens d'Athènes se rencontrent une fois par mois près de l'Acropole pour des débats politiques. Agapétos, enfin. Je m'inquiétais, je ne te voyais pas arriver. Oui, j'ai été retenu. Pour la première fois dans l'histoire, une assemblée populaire se réunit régulièrement. C'est la naissance d'un nouveau système politique, la démocratie. C'est la fin du règne autocratique des anciens dirigeants grecs, symbolisé par deux statues baptisées les tyrannoctones, qui montrent deux nobles prêts à assassiner le tyran Hipparque. À la même époque, en Égypte et au Moyen-Orient, le pouvoir est toujours aux mains de souverains autoritaires d'essence divine. Dans ces pays, la loi est toujours du côté des dominants. Le peuple n'a aucun droit et doit donner sa vie sur le champ de bataille.
Finalement, la démocratie athénienne est le fruit d'une crise. Après s'être combattues, les cités grecques doivent se défendre contre un adversaire commun, la Perse. Tous les Grecs, des nobles aux paysans, sont mobilisés contre l'avancée de l'ennemi. Les armées des cités-États regroupent des milliers de soldats. Riches et pauvres combattent côte à côte pour défendre leur indépendance. Athènes se dote d'une flotte militaire. Elle a besoin de rameurs et recrute ses marins dans les classes populaires. Quand ils unissent leurs forces, les Grecs sont puissants. Ils battent les Perses lors de 2 batailles décisives. Et cette victoire a des conséquences politiques. Parce qu'ils ont risqué leur vie pour leur pays, les soldats, notamment ceux issus du peuple, exigent davantage de droits. Pendant la guerre, tout le monde a été logé à la même enseigne, quelle que soit son origine sociale, et il n'y a pas de raison que certains ne puissent pas donner leur avis. Il leur faudra près de 2 siècles pour obtenir gain de cause. L'expérience collective du combat par les citoyens athéniens et les efforts pour trouver des solutions communes pendant les préparatifs de la guerre ont joué un rôle clé dans l'émergence de la démocratie. Les citoyens des autres cités-États ont vécu la même chose. Mais c'est à Athènes que le concept de démocratie est apparu très rapidement. La nouvelle devise est « Le gouvernement par le peuple ». Mais il ne comprend que les hommes. L'opinion des femmes, des mineurs, des esclaves et des étrangers ne compte pas. Ils sont exclus du fonctionnement démocratique. Le cours de la vie politique est avant tout influencé par la noblesse. Les fonctionnaires de second rang viennent de la classe moyenne, les commerçants, les artisans et les paysans les plus riches. Tout en bas de la hiérarchie, il y a les journaliers. Mais tous les citoyens peuvent participer à l'Assemblée du peuple. Nous sommes à l'endroit où se réunissait l'Assemblée du peuple à Athènes, sur la colline de la Pnyx. On voit encore les ruines du podium des orateurs. Et c'est ici que les Athéniens prenaient les décisions importantes. Ça y est, il est là. Un grand salut, Athéniens! Vous le savez déjà, notre flotte est la plus vaste et la plus puissante au monde. Cela ne fait pas tout. Et pourtant, notre paix demeure fragile. Que ferions-nous si un jour il nous était impossible d'accéder au port? Le moment est venu de construire un mur partant d'Athènes jusqu'au Pirée. Facile à dire, mais qui va payer pour ces dépenses? Ma réponse? La noblesse paiera une taxe supplémentaire pour l'édification de ce mur. Les orateurs étaient des personnages centraux dans l'Assemblée du peuple. Ils avaient étudié l'art de la rhétorique. On les appelait démagogues parce qu'ils guidaient les gens. À l'origine, le terme était positif. C'est plus tard qu'il est devenu péjoratif. Parce qu'un démagogue pouvait aussi orienter les gens dans la mauvaise direction, dans son propre intérêt, même si c'était mauvais pour le peuple. Citoyens, écoutez-moi. J'ai une question. Est-ce que vous aspirez à une vie prospère et à mettre en déroute nos ennemis? Je vous le demande. Alors, votez oui à la construction de ce mur. Votez oui! Votez oui! Votez oui! Est-ce que quelqu'un aimerait s'exprimer? Allez-y, profitez-en. Dites tout haut ce que vous avez à dire, c'est l'occasion. Bon, écoutez, écoutez.
que tous ceux qui s'opposent à l'édification de ce mur lèvent la main. Bien. Maintenant, lève la main ceux qui sont pour le mur. L'opinion des hommes du peuple est prise en considération. La majorité décide de l'adoption ou du rejet d'une loi. Tout dépend donc des citoyens de base. Citoyens, vous avez tranché. Une décision a été prise. Le mur sera bâti. Des impôts sont prélevés sur les plus riches pour les dépenses exceptionnelles. Les Grecs ont laissé un très grand nombre de tablettes. On a donc la trace de milliers de décrets gravés dans la pierre. Ces lois abordent toutes sortes de thèmes, des grands travaux, des déclarations de guerre ou des décisions budgétaires. Les plus importantes décisions prises par l'Assemblée du peuple étaient notées sur des stèles comme celle-ci. Ensuite, elles étaient installées dans des lieux publics, comme l'Acropole ou l'Agora, qui était le marché. Sur cette stèle, il y a 2 décrets fiscaux. Le premier, pour collecter des impôts auprès des alliés d'Athènes, et le deuxième, pour indiquer la manière de lever ces impôts. Sur celle-ci apparaissent des dessins de sacs et de pièces de monnaie. Ces symboles signifient qu'il est temps de collecter des impôts. Ils étaient immédiatement décryptés par tous ceux qui les voyaient. Le mot « phoroi » ou « impôt » revient souvent, mais ces taxes ne sont imposées que ponctuellement pour des dépenses précises. Quand l'Assemblée du peuple vote une loi, elle est effective immédiatement et tout le monde est averti grâce aux tablettes affichées en ville. Ceux qui ne savent pas lire peuvent demander l'aide d'un lecteur public. Les postes officiels sont attribués par tirage au sort. Aucune qualification n'est requise pour faire la police sur la place du marché. Mais pour être juge, une bonne réputation est nécessaire. Léonidas Linos, élu numéro 1. Et maintenant le deuxième élu, Grégorios Panakos. Et aussi Galamis, élu numéro 3. Autre invention grecque, le clérothérion, une machine permettant un tirage au sort. Il y en avait 2 à l'entrée de l'Assemblée. À l'avant, des fentes sont réparties en 5 colonnes qui représentent chacune une lettre de l'alphabet. Et chaque lettre renvoie à un groupe de candidats. Des tablettes avec le nom des candidats sont insérées au hasard dans les fentes de leur groupe. Ensuite, des billes noires ou blanches sont jetées de manière aléatoire et ressortent en bas. Si la première bille est blanche, le premier nom de la colonne est élu. Si elle est noire, il est éliminé. Et puis on passe au nom suivant. Ce système de tirage au sort était l'un des principes de base de la démocratie athénienne. Tous les citoyens avaient les mêmes droits. Et ils devaient donc avoir les mêmes chances d'occuper un poste officiel. Seuls les plus hauts placés, comme le poste de commandant en chef de l'armée, n'étaient pas attribués au hasard. Le clérothérion a aussi été inventé pour éviter la corruption. Il servait à désigner un juge le jour même du procès. Et la personne choisie devait officier immédiatement au tribunal. Donc, il était impossible d'influencer ou d'acheter un juge. Quand ils ont assujetti les Grecs, les Romains n'ont pas repris le modèle athénien. De même que les monarques européens qui n'appréciaient pas non plus l'idée d'un gouvernement par le peuple.
En Europe, la population a dû se battre pour obtenir des droits. La démocratie a fini par l'emporter avec la Révolution française en 1789, soit 2 millénaires après son invention par les Grecs. Les femmes ont dû attendre le XXe siècle pour pouvoir voter. Aujourd'hui, le pouvoir politique du peuple est un principe de base en Occident. Dans la Grèce antique, ceux qui veulent entrer dans l'arène politique doivent aussi être de bons guerriers. Une excellente condition physique est nécessaire pour les jeunes hommes. Dans les écoles, ils étudient la rhétorique et la grammaire, mais la discipline principale est le sport. Le mot « gymnase » signifie « lieu où on s'entraîne nu ». Le niveau d'exigence est élevé. Ceux qui montrent des aptitudes exceptionnelles sont poussés à se présenter dans des compétitions sportives de premier plan. C'est essentiel d'être en pleine forme. Les Grecs de l'Antiquité sont les premiers à avoir poussé aussi loin le culte du corps. Leur production artistique illustre cet idéal de beauté. Pour la première fois dans l'histoire, les statues sont réalistes. Elles montrent des corps parfaits. Plus tard, la Renaissance reprendra ces normes esthétiques et ces artistes puiseront leur inspiration dans l'Antiquité. Les Grecs s'attachent à rendre la beauté du corps, mais aussi l'anatomie humaine aussi précisément que possible. À la Renaissance, l'accent est mis sur la perfection de la musculature. Le corps humain est l'un des thèmes de la sculpture grecque. Cet art met souvent en scène une divinité ou un athlète. Ce n'est pas un corps humain normal. C'est comme aujourd'hui avec la quête du corps idéal. Chez les Grecs, le corps est montré dans ses moindres détails, notamment la musculature au travers de poses élégantes. Cet idéal de beauté né dans l'Antiquité est toujours présent de nos jours. Les jeunes Grecs s'entraînent sans relâche pour d'éventuels combats militaires, mais aussi pour des rencontres sportives. Chaque année, il y a environ 300 compétitions et tournois. Les participants sont ambitieux. La victoire leur apporte de l'argent et des perspectives professionnelles. La plupart des disciplines nées à l'époque existent toujours. Les lancers de disques et de javelots datent de l'Antiquité grecque. Ils demandent à la fois de la force physique et une technique parfaite. Plusieurs variantes de sports de combat, comme la lutte et le pugilat, apparaissent aussi à l'époque. Et au XXIe siècle, la course reste une discipline reine. Le plus grand événement sportif du calendrier grec a lieu tous les 4 ans, à Olympie. Des messagers sont envoyés dans tout le pays pour annoncer le début des festivités. Toutes les cités-États sont invitées, même si elles sont ennemies. La compétition est l'occasion d'un armistice dans le monde grec, ce qu'on appelle la trêve olympique. À l'origine,
Les Jeux se tiennent en l'honneur de Zeus. Dès le début, ils attirent des dizaines de milliers de spectateurs. Le site est très sophistiqué. Il y a même des salles d'entraînement pour la préparation des sportifs avant les épreuves. Les compétiteurs sont des stars. Les vainqueurs reçoivent une couronne de laurier et sont auréolés de gloire. Milon de Crotone est une légende. Ce champion de lutte est connu pour engloutir 8 kilos de viande par jour. Théagène de Tassos fait des prouesses en lutte et en pancrace. Il remporte 1300 victoires et sa statue est censée avoir des pouvoirs de guérison. Le célèbre lutteur Arachion de Phigalie aurait cassé l'orteil de son adversaire alors qu'il était vaincu et agonisant. Il y a aussi des perdants restés célèbres. Apollonios d'Alexandrie est exclu pour s'être présenté en retard. Le pugiliste Polo s'est disqualifié pour avoir soudoyé son adversaire. Et Théogène est pénalisé pour ne pas avoir été assez distrayant. En 394 de notre ère, les Jeux disparaissent brutalement. L'empereur chrétien Théodose Ier interdit les cultes païens, et notamment les compétitions olympiques. Le site est enseveli sous une nouvelle ville, puis sous des gravats. Des archéologues découvrent les ruines au XIXe siècle et Olympie revient sur le devant de la scène. En 1896, les premiers Jeux olympiques modernes ont lieu à Athènes. 4 ans plus tard, les femmes obtiennent le droit d'y participer. Les disciplines admises se diversifient. Au XXIe siècle, les JO sont l'événement le plus médiatisé de la planète. Ils restent un symbole de paix entre les peuples. Le théâtre occupe aussi une place centrale dans la vie des Athéniens. À l'époque antique, toutes les petites villes ont un amphithéâtre qui fait la fierté de ses habitants. À l'origine, les représentations théâtrales étaient des rituels religieux. Les spectacles étaient surtout des danses en l'honneur du dieu Dionysos. C'est ce qu'on appelait les drames satiriques, qui ont donné les pièces de théâtre. Les malades étaient même envoyés au théâtre d'Épidore, car il était réputé pour ses vertus thérapeutiques. Les représentations obéissent à des règles strictes et chaque spectacle n'est donné qu'une seule fois. Il n'y a que 3 comédiens sur scène. Ce sont des hommes qui portent des masques pour jouer tous les rôles. Les jeunes, les vieux et même les femmes. Il est important de parler fort, de bien articuler et de faire de grands gestes. Leur prestation est renforcée par un chœur antique qui commente et explique l'intrigue. Pourquoi ne sont-ils pas finis? La pièce va commencer. Le plus important est le commanditaire de la pièce, en général un noble, qui finance le spectacle, et bien sûr, l'auteur. Allez, recommencer. C'est du travail bâclé. Euripide, quel plaisir de vous revoir. Votre nouvelle pièce a encore l'air tout à fait admirable. Et pour cause. Quand je repense à vos dernières œuvres, je dois dire que... Loin de moi l'idée de douter de votre travail, mais... Allez, dites-moi tout. Bon, je ne comprends pas bien pourquoi vous faites mourir tout le monde. Parce que c'est une tragédie, voyons. Et quelque chose d'amusant, de léger, non? D'amusant? Mais moi j'écris des tragédies. Oui, je sais. Mais cette fois, j'ai envie de voir autre chose. Vous comprenez? Non, pas du tout. Allons, Euripide, écoutez. Enfin, la légèreté, c'est bien aussi. Vous ne trouvez pas? Réfléchissez-y. Je reviendrai demain.
L'épos, ou épopée, est une longue histoire tragique qui raconte, en vers, ce qui arrive aux héros. Les personnages principaux tentent souvent d'échapper à leur destin, mais finissent presque toujours par succomber. La comédie est une forme plus abordable. C'est avant tout une distraction, parfois un peu vulgaire, avec une fin heureuse. Comme le dit Aristote, le théâtre purifie l'âme. Les intrigues sont inspirées de la mythologie. Elles traitent des conflits que les dieux ou les hommes peuvent avoir à résoudre. Le message est qu'il y a des solutions à tous les problèmes, ce qui fait du bien aux spectateurs. Certains amphithéâtres grecs peuvent accueillir 14 000 spectateurs. L'acoustique est donc une priorité. Mais non, plus d'ampleur dans les gestes. Votre jeu d'acteur n'a aucun impact. Vous comprenez? De la passion, je ne sais pas moi. Et vous là, dépêchez-vous au lieu de bâiller au corneille. Bon, allez, on s'y remet. Vous aussi, on n'a pas beaucoup de temps. Travaillez votre élocution si vous voulez qu'on vous entende depuis le dernier rang. Allez, on recommence. Voilà, regardez-vous. Vous ne vous connaissez pas. Non, pas trop près. Voilà. Sors de là. Ne sois pas timide. Allez. La perruque est impeccable. Mais tu peux arrêter de glousser? Ça n'est pas sensationnel. Cette étoffe ne tombe pas comme il faudrait. Va dire au couturier de reprendre ce costume. Allez, va. Dans le théâtre d'Épidore, même le dernier rang entend parfaitement les comédiens. Le site est connu pour sa qualité structurelle. L'acoustique de ce site tient à deux particularités. Le degré d'inclinaison des gradins et le rapport entre l'assise des sièges et les dossiers. Tout est parfaitement calculé, si bien que les derniers rangs entendent très bien. Plus on monte, plus les fréquences augmentent. L'écho est concentré ici. Quand on s'éloigne, on remarque une modification du son parce que la symétrie de l'écho est différente. Épidore a été construit avec une acoustique parfaite. Mais on ne sait pas si les Grecs avaient un plan basé sur des calculs précis ou si c'est le résultat d'une démarche empirique. Ils ont emporté leur secret. La vision du théâtre comme un purificateur d'âme et un miroir des conflits humains a traversé les siècles et s'est enrichie au fil du temps. Sur les planches, mais aussi dans les salles obscures, on raconte toujours des histoires tragiques ou comiques. Le cinéma a remplacé le théâtre comme moyen d'expression le plus populaire. Et aujourd'hui, l'imaginaire collectif est captivé par les films à succès. Au fil des siècles, de nouveaux héros ont conquis les spectateurs. Mais finalement, il y a toujours des drames et des comédies, selon des schémas immuables. Dès l'Antiquité, la culture grecque se répand dans le monde entier. Elle est notamment propagée par Alexandre le Grand. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le jeune roi de Macédoine entreprend de conquérir le monde.
Il contraint les cités-États grecques à s'unir sous son autorité impériale. Il introduit la langue et les principes éducatifs grecs aux territoires annexés. C'est le début de l'époque hellénistique. Il laisse son empreinte sur un immense territoire, de sa ville natale de Pella en Macédoine jusqu'en Inde. Pourtant, l'âge d'or d'Athènes appartient au passé. À la mort d'Alexandre, en 323 avant Jésus-Christ, son empire s'effondre et une nouvelle puissance émerge. Les Romains sont parfaitement organisés et disciplinés et se lancent à l'assaut du monde hellénistique. Ils n'ont aucun mal à venir à bout des petites cités-États désunis. Les Romains ont les moyens de leurs ambitions. À l'inverse, les Grecs ne réussissent pas à surmonter leurs différences pour faire front contre les envahisseurs. Les Romains ont étudié de très près l'héritage laissé par les Grecs. Ils ont ensuite fait voyager la culture grecque dans toute l'Europe. Ils avaient parfaitement compris l'apport essentiel des Grecs en matière d'éducation, de littérature et de théâtre. Donc, les grandes réussites de la Grèce antique ont été reprises et perpétuées par les Romains. Par exemple, une bonne part du système législatif romain est d'origine grecque. Ils ont donc préservé l'héritage grec pour la postérité. Ce qu'ils ont légué aux générations futures est impressionnant. Leur perpétuelle quête d'explication les a conduits à découvrir les lois universelles de la nature et à définir les bases de la science moderne. Aucun peuple n'a autant influencé la technologie moderne et ouvert la voie au progrès. Leurs recherches ont été la première étape vers notre exploration de la planète, puis de l'espace. Leur art de raconter les histoires a donné naissance aux chefs-d'œuvre de la littérature et du cinéma. Leurs amphithéâtres servent de modèle aux stades qui accueillent aujourd'hui des milliers de spectateurs dans leurs gradins. L'idée de rassembler des gens venus de toutes parts pour des compétitions pacifiques est toujours célébrée lors des Jeux Olympiques, tous les 4 ans. C'est un événement universel, unique en son genre. L'invention majeure de la Grèce antique est sans doute l'idée que les citoyens doivent avoir le pouvoir et contrôler l'État à travers des lois votées par une assemblée représentative. Les démocraties de l'Union européenne doivent beaucoup aux réformes révolutionnaires des Grecs de l'Antiquité. Aux États-Unis, Abraham Lincoln a formulé l'idée d'un gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, dans le droit fil des Athéniens. Les inventions des Grecs ont traversé les millénaires. Aujourd'hui encore, en Occident, elles continuent à façonner notre vie et notre manière de penser. C'est incontestable. La Grèce antique est le berceau de la civilisation occidentale. Tout de suite, votre soirée science grand format continue. Les Vikings débarquent et ils sont bien décidés à changer le monde.